Elles sont 1 300 000, c'est le nombre de véhicules électriques qui circulent en France aujourd'hui et pourtant ils s'en vendent de moins en moins. Les ventes de véhicules électriques ont baissé de 19% le mois dernier par rapport à l'année dernière. Qui tire son épingle du jeu? Qui au contraire fait figure de mauvais élève? C'est ce qu'on va voir avec notre invité. Bonjour Arnaud Aimé. Bonjour Jean-Marie. Vous êtes consultant au cabinet SIA en charge des sujets de mobilité et d'automobile. D'abord, je l'ai dit, baisse de 19% des immatriculations au mois dernier par rapport au même mois, le mois de mai de 2024. Qui boit la tasse clairement aujourd'hui, c'est Tesla? Alors, c'est tout le segment du véhicule électrique qui est quand même relativement en mauvaise position et surtout très inférieur aux attentes qu'avaient les industriels. Je rappelle que les industriels qui opèrent en Europe, ils s'inscrivent dans la perspective de zéro véhicule thermique neuf à horizon 2035. Ils sont organisés pour ça. Ils subissent aussi chaque année des potentielles amendes très fortes. Au titre de la réglementation café, s'ils ne vendent pas assez de véhicules dits propres. Donc, ils se sont organisés pour une croissance forte de part de marché de l'électrique. Donc, si le véhicule électrique, sa part de marché, elle ne fait que stagner ou en croissance faible, c'est déjà une très mauvaise nouvelle pour les industriels. Alors, si en Donc, plus elle baisse, alors, si a fortiori elle baisse, c'est encore pire. Donc, c'est quand même compliqué globalement pour tout le monde. Et on sait à quoi c'est lié. On sait que c'est lié notamment à une moindre attractivité du véhicule électrique parce que les pouvoirs publics qui ont voulu stimuler le marché pour le véhicule électrique, eh ben, ils se défilent à l'heure d'aider les gens, les particuliers comme les entreprises à acquérir ce véhicule électrique. Donc vous êtes en train de me dire que nos industriels se sont arrangés et organisés sur le long terme pour tenir compte des aides publiques à l'achat de véhicules électriques. Or, ces aides, elles ont tendance à baisser aujourd'hui. C'est la seule raison pour laquelle l'électrique baisse. Alors déjà, je pense pas que ce soit la seule raison, et puis je l'aurais pas formulé comme ça non plus, c'est-à-dire que c'est moins les entreprises qui en ont profité, c'est d'abord les particuliers qui en ont profité, c'est les acheteurs finaux qui en ont profité. Un véhicule électrique, ça coûte plus cher à concevoir et à produire pour l'instant qu'un véhicule thermique. L'idée, c'est que pour le consommateur final, ce soit gommé par ces bonus écologiques. Ils ont été supprimés il y a déjà plus d'un an et demi en Allemagne, et ils ont eu un tour de vis très fort aussi en France sur le bonus écologique, sur l'aide à la conversion, c'est-à-dire l'aide à la casse, ou bien sur le leasing social. Donc tout ça, effectivement, ça fait que pour le consommateur final, un véhicule électrique net d'aide, c'est moins compétitif qu'avant. Ce qui était attractif il y a 2 ans l'est beaucoup moins aujourd'hui. Voilà. C'est ce qui se passe. Et les prix ne baissent pas. On va revenir aussi sur la raison pour laquelle les prix ne baissent pas, parce que c'est quand même un sujet très important. Mais avant ça, vous n'avez pas répondu à ma première question. Tout à fait. J'avais dit que tout le monde baissait. Est-ce qu'il y a des disparités? Non, j'ai dit que tout le monde boit la tasse par rapport aux attentes. Par contre, c'est vrai qu'il y a des disparités très fortes. Alors, Tesla. On parle souvent de Tesla. Alors, on interprète la chute, et c'est vrai que c'est une chute en France comme en Europe des ventes Tesla, qu'on interprète comme le pouvoir un peu répulsif de son dirigeant et fondateur Elon Musk, vu ses orientations politiques, disons. Est-ce que c'est pas une vue de l'esprit? Parce que tout le monde a parlé de tags ou de rayures sur des voitures Tesla, j'en ai pas vu une seule rayée. Alors, quand on parle à des conseillers Tesla, on comprend qu'en tout cas, ils en ont beaucoup en stock disponible, et donc on en déduit qu'ils en vendent moins. Il y a peut-être cet effet-là, mais je rappelle que cette prise de position de Musk, elle est très nette depuis l'élection de Trump en novembre, sauf que la chute de part de marché de Tesla, ça fait plus d'un an aujourd'hui. Donc ça avait commencé avant ce qu'on pourrait qualifier de droitisation publique d'Elon Musk sur le débat politique américain. Le débat public américain et européen, je rappelle, parce qu'il a pris position aussi en Allemagne où Tesla a son usine européenne à Berlin. Voilà. Donc, on peut l'interpréter quand même d'une autre manière. C'est l'argument, l'analyse, le critère qu'on a pour tous les constructeurs automobiles quand leur vente chute, c'est on en est où du catalogue et de l'âge de la gamme. S'agissant de Tesla, on est toujours sur une gamme extrêmement limitée. Tesla avait promis un modèle plus abordable. Je crois qu'on l'appelait le modèle 2, une espèce de petit SUV crossover, dont on voit toujours pas la couleur, et dont on entend même que serait dépriorisé au profit d'autres axes pour Tesla, à commencer par le véhicule autonome, qui n'est toujours pas complètement arrivé non plus. Et puis sur les véhicules qui restent, la modèle 3, modèle Y, elles sont quand même vieilles. Oui. En tout cas, elles n'ont pas changé. D'extérieur, effectivement, vous avez l'impression que la Tesla qui sort du garage cette année, c'est la même que celle qui sortait il y a quasiment 10 ans. Oui, voilà. Alors déjà, il y a 10 ans, le design ne faisait pas forcément consensus non plus sur l'ensemble du marché. Alors, ce qui est remarquable, c'est qu'avec Tesla, l'automobile
américaine est apparue attractive aux yeux des Européens. Et ça, Là, c'est c'était historique. et ça, c'était une énorme révolution pour C'est le vrai. coup, parce que les voitures américaines, quand on est européen, c'est vrai qu'il faut aimer. Donc Tesla paye le vieillissement de sa gamme pour le coût et le fait aussi que de nouveaux concurrents arrivent. On va parler Oui. aussi de ces nouveaux concurrents. Alors, un nouveau qui est en fait beaucoup plus vieux que Tesla, c'est Renault. Pardon, Oui. mais l'offensive de Renault sur le véhicule électrique, elle est assez massive, au Oui. moins en termes de marketing. Est-ce Oui. que ça se traduit par un succès de vente? Oui. Alors merci Jean-Marie pour cette transition. Le point que je voulais dire encore sur Tesla, c'est qu'ils mettent en avant le fait qu'il y a des upgrades Ouais. de software en continu grâce aux véhicules connectés. Ouais. Mais c'est pas parce que le software, l'informatique embarquée, elle s'améliore en continu, ce qui est une très bonne chose, que la carcasse, elle s'améliore et on reste effectivement sur les mêmes vieux modèles. Pour revenir à Renault, alors il ne faut pas oublier que Renault est quand même un précurseur du véhicule électrique. Déjà à l'époque, Carlos Ghosn ou même Louis Schweitzer avant. Zoé en 100% électrique. Voilà, la Zoé qui était une vraie innovation à l'époque, alors avec un prix pas forcément hyper compétitif, mais Renault avait misé très tôt sur l'électrique. Aujourd'hui, Renault rencontre un vrai succès sur l'électrique avec la R5. Oui. Qui est un vrai succès. Le Et- spécialiste que vous êtes nous confirme la Renault 5, voiture de l'année, elle se vend très bien. Ah bah, il n'y a pas besoin d'avoir beaucoup d'interprétation, il faut regarder les chiffres. Les chiffres, c'est que oui, elle se vend très bien. Elle se vend bien avec un prix qui n'est pas du tout bradé. Je rappelle qu'elle s'est vendue à partir de l'automne dernier, d'abord dans le modèle du haut de la gamme Oui. des R5 électriques, disons, il doit être vers un peu au-dessus de 30 000 Tout à fait. euros, 33 000 de mémoire. Aujourd'hui, il lance un modèle À 25 plus d'entrée de gamme à 25 000 euros avec Une moins gamme. d'autonomie. Ouais, surtout l'autonomie qui est moindre, mais certainement suffisante Voilà. pour circuler Et donc, en ville et en périurbain. Et donc aujourd'hui, c'est un grand succès. Alors il faut dire que Renault s'en a été donné tous les moyens. Oui. Il y a un investissement marketing énorme dessus, une C'est prise de parole de Luca De Meo très fort dessus. C'est son bébé à lui aussi, sachant qu'il a appliqué les recettes qu'il appliquait déjà avec un certain succès à son époque Fiat. Oui. Il avait beaucoup travaillé à son époque Fiat sur la Fiat 500. Ouais. Donc c'était ce qu'on appelle du néo-rétro. C'est ça. Là, il fait la même chose sur la R5, véhicule iconique que Jean-Marie, on a bien connu Oui. à l'aube des années 80, peut-être plus moi, Oui. et qui aujourd'hui rencontre un nouveau succès, Exactement. notamment par ce côté émotionnel. Alors, côté émotionnel, mais pardon pour les Français, il se trouve quand même que pour qu'un constructeur comme Renault s'en sorte, il faut aussi qu'il vende à l'étranger. Est-ce que le succès de la Renault 5, qui est une Madeleine de Proust pour l'ancien ado ou l'ancien gosse que j'étais, il se confirme dans d'autres pays? Oui, il se conforme dans d'autres pays. Je rappelle que la R5 en première génération s'était vendue aussi très largement en dehors de la France. Bon, alors les pays dans lesquels Renault distribue, c'est un peu plus limité qu'avant. On ne peut pas faire l'impasse quand même sur l'énorme contre-coup qu'a subi Renault en 2022 avec le déclenchement de la guerre en Ukraine. Oui. Renault a dû abandonner son activité en Russie, qui, après 15 ans d'investissement et les premiers succès qui apparaissaient, c'est-à-dire que cette activité devenait bénéficiaire en produisant à la fois des Lada et puis aussi des Dacia, a dû abandonner son usine de Moscou, ce qui représentait quand même 20% en termes de volume de Renault. Donc c'est vrai que Renault est moins étendu en termes de pays qu'il ne l'était. Il est peu présent, même pas en Amérique du Nord. Par contre, sur ces pays débouchés traditionnels, c'est-à-dire en Europe, en Amérique latine et en Afrique, Moyen-Orient, les ventes sont d'un bon niveau. Voilà. On a parlé de la Renault 5, il y a d'autres véhicules dont on n'a pas parlé. La voiture de l'année dernière, c'était aussi une Renault d'ailleurs, joli doublé, c'était la Mégane E-Tech. Est-ce qu'elle se vend? Alors, j'ai pas le détail des informations dessus. Oui. Est-ce que vous en croisez beaucoup sur la route? Je suis pas très attentif. Non, voilà, on va le dire comme ça. C'est assez pudique, hein. C'est dit de manière très pudique. On Merci. reconnaîtra là-dessus. Parlons des futurs arrivants. On a parlé des concurrents de Tesla. Bon, Renault qui a lancé une offensive sur l'électrique. Parlons aussi du numéro 1 mondial de l'électrique, c'est BYD, qui grandit petit à petit. Je dis petit à petit parce qu'il vient d'arriver, qui doit lancer un nouveau véhicule, Dolphin Surf, plus tard, qui sera quand même beaucoup plus abordable. Est-ce qu'il va inonder nos routes? C'est tout à fait possible. Alors BYD, c'est un acteur historique de la batterie, d'ailleurs notamment la batterie pour le smartphone. Puis ils ont fait de la batterie pour des bus électriques, et puis le bus électrique en entier, puis de la batterie pour le véhicule électrique, puis le véhicule électrique en entier. Donc il y a une montée en puissance, une montée en technicité, en complexité de la part de BYD, mais on voit bien quel est le cœur. Je rappelle que sur un véhicule 100% électrique, la batterie, c'est 40% de la valeur totale. Donc, ils partent bien de ce cœur-là pour faire, disons, toute la mécanique Voir ce qu'ils font tout et autour. design
autour. Aujourd'hui, effectivement, BYD se présente comme étant passé devant Tesla, avec un revenu qui dépasse les 100 milliards de dollars de mémoire, sachant que ça agglomère du 100% électrique et autre chose que du 100% électrique. Ils disent on est les premiers sur les motorisations nouvelles. Il y a aussi un peu d'hybride, de choses comme ça sur leur marché domestique qui est le marché chinois. Sur le marché chinois, BYD, comme les autres industriels, ils ont, je dirais, profité d'un effet saute-mouton. Les industriels automobiles chinois, sur le thermique, ils n'ont jamais vraiment percé, contrairement à d'autres secteurs. Donc, ils ont travaillé sur et en fait, ils ont renoncé. Directement. Ils ont renoncé et ils sont passés à l'étape suivante. C'est ce qu'on appelle l'effet saute-mouton, avec un certain succès. Succès renforcé par le fait qu'en Europe, on décide de choisir cette solution du 100% électrique comme unique solution de décarbonation à horizon 2035. De là à dire qu'on s'est tiré une balle dans le pied, il n'y a qu'un pas. Oui, en tout cas, c'est un coup de poignard dans le dos de nos industriels. Ça peut... Mais encore, why not, si ensuite on accompagne nos industriels en disant on va subventionner l'achat de véhicules électriques. Sauf que c'est ça, on en parlait au début, qui disparaît aujourd'hui. Donc, il ne faut pas s'étonner que l'industrie automobile européenne soit en difficulté. On a parlé de BYD, on n'a pas parlé d'autres marques chinoises. La première est arrivée sur notre marché en tant que marque chinoise, c'était MG, même si c'est une marque historiquement britannique, c'est une marque chinoise. On peut parler aussi d'une autre marque, Leapmotor, c'était le véhicule électrique chinois de Stellantis, par exemple. Quid de toutes ces marques? Oui, alors MG et Leapmotor sont deux exemples complètement à l'opposé de la stratégie marketing des industriels chinois. MG, vous en avez parlé à l'instant, marque iconique britannique des années 20 ou 30. Et Leapmotor, plutôt une start-up automobile fondée il y a quelques années, qui veut faire du véhicule électrique low cost, premièrement, et deuxièmement, de manière très réactive, ça contribue au côté low cost, disons, avec des temps de développement très réduits, avec des méthodes un peu innovantes sur la R&D, sur l'ingénierie, avec aussi une certaine mobilisation des ingénieurs. Cette entreprise, cette start-up automobile, elle préexistait, et Stellantis a décidé d'investir au capital de Leapmotor, premièrement, et deuxièmement, un partenariat également industriel et commercial pour que Stellantis héberge dans ses usines l'assemblage de Leapmotor et utilise son réseau de distribution pour distribuer du Leapmotor. Donc c'est un partenariat effectivement très fort. Ça semblait être gagnant-gagnant. Est-ce que ça a marché? Je pense qu'il est trop tôt pour conclure. On est quand même qu'au tout début. Une tactique qui a un peu moins marché que ce qui avait été espéré, c'était l'idée de faire venir des véhicules, j'ai envie de dire un peu en kit, avec des éléments fabriqués en Chine, les amener en Europe et faire l'assemblage final du véhicule dans une usine européenne, ce qui permettrait aussi d'échapper aux droits de douane qui existent historiquement en Union européenne et puis qui ont été renforcés les dernières suite à une enquête sur des subventions chinoises frauduleuses. Le problème, c'est que ce que les autorités européennes ont considéré, c'est que l'assemblage il était vraiment en phase finale et que la valeur ajoutée était quand même beaucoup en Chine et que ça ne permettrait pas d'échapper à ces droits de douane. Donc là-dessus, de ce point de vue, c'est pas encore réussi, mais l'histoire n'est pas du tout terminée, c'est que le début. Alors parlons, pour conclure, de l'instabilité politique, parce qu'on a parlé beaucoup de l'instabilité économique jusqu'ici. Une décision qui a été un tremblement de terre écologique la semaine dernière, c'est l'Assemblée nationale qui vote finalement la suppression des ZFE, ces zones à faible émission dans lesquelles seuls les véhicules non polluants, a fortiori électriques, auraient pu circuler à terme. Est-ce que la suppression des ZFE, si elle se confirme dans la durée, elle ne revient pas par la fenêtre, ça va être un nouveau frein à l'achat de véhicules électriques? On n'aura plus besoin d'acheter une voiture électrique si on peut rouler avec son vieux diesel en centre-ville. Évidemment que c'est un frein. Et je dirais que c'est un frein à double titre, parce que le premier, c'est le côté bâton, que vous citez, l'interdiction de véhicules polluants dans les centres-villes. Alors, c'est moins pour des raisons écologiques, je rappelle quand même, que pour des raisons de santé publique. C'est quand même ça le déclencheur. On visait à l'origine les véhicules diesel qui émettent des particules fines qui sont mauvaises pour la santé de tous ceux qui ont des troubles respiratoires. C'est important de le rappeler. Donc ils ne sont pas pris en compte dans les gueux que citent certains contempteurs des ZFE, mais c'est quand même d'abord un sujet de santé publique. Pour moi, ça a un frein à double titre. D'une part, parce qu'on enlève cette contrainte. Bon, après, est-ce que c'est bien? Ça peut être pas mal aussi qu'il y ait moins de contraintes dans l'économie française. Mais on va enlever aussi une incitation des collectivités, notamment les métropoles, les régions, qui avaient mis en place, à l'occasion des ZFE, des mécanismes d'aide financière pour l'acquisition de véhicules électriques. Ça aussi, on peut imaginer que ça disparaisse. Personne n'en a parlé, mais ces aides, elles existent jusqu'à présent. Mais alors, j'en viens à une question assez rapide et peut-être un peu insolente. Si concrètement, ce qui me poussait à acheter une voiture électrique, c'était à la fois des subventions et en même temps une loi qui pénalisait tous les autres achats,
Si tout ça, ça disparaît, je me reviens au thermique. Ça veut bien dire que j'ai aucun intérêt à aller à l'électrique? Oui, bah, oui, 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 complètement. Alors tous les acteurs, tous les acheteurs de véhicules électriques ne sont pas forcément concernés par les Mmh. ZFE qui concernent plutôt les grandes métropoles, mais quand même, c'est un signe supplémentaire de désengagement des pouvoirs publics. Pourquoi pas se désengager, mais il faut arrêter à ce moment-là d'obliger les industriels à faire du zéro thermique en 2035 et à leur mettre des amendes s'ils vendent pas assez d'électrique. Oui, effectivement. Et on rappelle que la Renault 5 qui se vend très bien, elle n'existe pas en version thermique. On aurait peut-être pu les prévenir avant. Pas Merci encore. beaucoup, Arnaud Aimé. Je rappelle Merci. que vous êtes consultant au cabinet SIA en charge de tous les sujets de mobilité. Je vous dis à bientôt sur Mobility TV.